Et ma petite voix me dit, t'as vu, hein, ça ressemble quand même étrangement à ce que tu viens de vivre pendant 1 an. C'est long, t'en vois pas le bout. T'as des marées billes en tête, mais là, c'est ingrat, finalement. Le terrain, là, il est pas sympa, ça glisse un peu. Tu t'enlises, tu vois clair sans voir clair. Tu marches là vers tu sais pas trop quoi. C'est un semblant de lumière, mais c'est bien réaliste tout ça. C'est pas une chimère, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Et je me dis, ouais, c'est exactement ça, ce que je suis en train de vivre. Je revis le chemin d'1 an, quoi. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Fêter l'amour à Paris, rire, chanter, célébrer. Et quelques heures plus tard, se retrouver seule, au milieu de la nuit, dans une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, je reçois Corinne. Corinne a perdu son mari brutalement une nuit d'été. Une bascule foudroyante après plus de 30 ans d'une vie construite à 2, d'un couple complice, vivant et créatif. Dans cet épisode, Corinne me raconte cette nuit irréelle où tout s'arrête. Ce moment où son corps scelle le deuil avant sa tête. Cette marche à l'aube dans une ville encore vide. Ce sentier de Bretagne qu'elle quitte sans réfléchir et ce mot qui surgit. Interrompu. Bienvenue dans un épisode tout simplement bouleversant. Aujourd'hui, avec Corinne, nous allons parler d'un selfie pris quelques heures avant le drame, d'une traversée de nuit, les pieds dans la boue, et de cette petite voix qui, même au cœur du chaos, murmure encore « Avance ». Bonjour Corinne et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci. Je suis ravie de vous rencontrer. Corinne, merci de m'accueillir chez vous pour cet entretien où on va parler d'une traversée. Je suis émue. Voilà, j'allais vous demander dans quel état d'esprit vous vous sentiez au moment d'évoquer cette traversée qui est en fait un parcours de deuil. Comment vous vous sentez là maintenant ? Émue, c'est comme si je marquais un temps d'arrêt sur une période de ma vie, forte bien sûr. Ensemble, on va parler de ce moment de bascule là, que vous avez vécu il y a plus de 5 ans, oui. Au moment du décès de votre mari Hervé. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblait votre vie auprès d'Hervé? Depuis combien de temps vous étiez mariés? Quelle vie vous aviez? Alors, fait du hasard, nous venions de fêter nos 30 ans de mariage. Quand il est décédé, je l'ai rencontré à Nantes, où je suis venue vivre. Je suis une Nantaise d'adoption. Et j'ai rencontré 1 an après. Il n'était pas du tout dans les codes que j'avais imaginé, un homme pour moi. Je le trouvais un peu sérieux, voilà. Et puis, je pense que j'étais pas non plus dans ces codes. Et puis, finalement, l'alchimie a fait que, voilà. Et j'aime bien dire qu'on a formé une super équipe. Au-delà de l'amour, on était très complémentaires.
J'avais le petit grain de folie, la petite impulsion. Il avait aussi ses grains de folie, qu'il avait un peu cachés au départ, mais il s'est bien lâché, on peut dire. Ça passait bien tous les deux. Déjà, on est une belle équipe parce qu'on a fait 3 enfants et on a construit quelque chose ensemble. On a construit notre nid, on a eu des projets, on a avancé l'un et l'autre, chacun de notre côté, dans nos carrières, dans nos passions, sans s'empêcher quoi que ce soit. Et je peux dire aujourd'hui que ça a été 31 ans de vie un peu en sécurité. Je me sentais en sécurité avec Hervé. D'accord. C'était quelqu'un qui avait une force naturelle qu'on sentait, quelqu'un de très honnête, de brillant, que je trouvais brillant, que j'admirais. Parce que je le trouvais cultivé, sensible. Il allait au-delà de, vous savez, les idées préconçues, etc. Voilà, il avait un regard aiguisé, les yeux bleus, et quand il regardait vraiment profondément, quoi. Je dis pas, il y a eu des périodes un peu ronron où Bien quand sûr. le quotidien, 3 enfants, ça occupe, etc. Mais on a su, quand les enfants commençaient à partir, on a su s'interroger et se dire, on perd un peu de la petite flamme là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'en est donné les moyens. Et on a mis en place plein de choses, on se donnait des rendez-vous, voilà, on sortait un peu du cadre, on a retrouvé une fraîcheur qu'on n'a jamais perdue jusqu'au bout. Et on était vraiment bien ensemble, on échangeait énormément, des discussions à ne plus finir, des échanges, des partages. Donc j'étais nourrie, quoi, vraiment très très nourrie dans cette relation. J'ai eu cette chance énorme. C'était une personnalité à part entière. Il avait plein de facettes, mais il passait pas inaperçu. Il pouvait passer inaperçu quand il avait pas envie, voilà. Pour ceux qui le connaissaient bien et ceux en qui il avait accordé sa confiance, oui, c'était quelqu'un un peu de charismatique. Il pouvait se lâcher, être très drôle, faire des imitations, chanter. On avait en commun cette créativité, ce sens un peu du spectacle, la scène, écrire des chansons, voilà. On a fait un travail que certains thérapeutes de couple font faire. On l'a fait nous-mêmes. Réinventer un peu notre vie tous les deux et se parler énormément, se dire ce qu'on ressentait, dire nos regrets aussi ou se demander pardon parce que des fois on était moins attentifs, etc. Donc prendre conscience de tout ça et donc ça a donné les dernières années où on était beaucoup plus tous les deux, où les enfants prenaient leur envol, des années très très chouettes où on a beaucoup voyagé. Et malheureusement, tout va s'arrêter extrêmement brutalement un certain 14 juillet 2020, c'est ça? On part à Paris, toujours dans un peu cette euphorie, et on s'était dit pour nos 30 ans de mariage, enfin c'est moi qui lui avais dit, il y a un casting, l'émission Les Amours. Ah oui, l'émission Les Amours, c'est une émission sur France 2, je crois, où des couples viennent et se challenge un peu sur est-ce qu'on se connaît bien, c'est ça, etc. sur leur connaissance mutuelle. Et je lui dis, pour nos 30 ans, à Paris, ce serait chouette. Il me dit pourquoi pas. Bien évidemment, nos enfants hurlaient. Enfin, c'est un truc de beau. Vous allez être ridicule, etc. Bon, on a tenu. Et donc, on s'est retrouvés à partir à Paris pour enregistrer, puisqu'on a été sélectionnés, cette émission le 13 juillet 2020. Expérience superbe, impressionnant, émission de télé, quoi. Les projos, le maquillage. On vit le truc. On gagne pas pour une bêtise, mais on s'en fout. On a passé un moment extraordinaire qui était un peu en plus une célébration un peu de notre union, couplée en plus de moments avec nos 2 aînés qui sont en région parisienne, où on voit notre petit-fils qui avait alors 5 mois. Ce 13 au soir, on dîne avec mes 2 aînés et je sais pas pourquoi, mon mari parle naturellement de leur naissance. Voilà, de tous les 3. Bon, c'était une soirée d'échange très sincère, il y avait beaucoup d'amour. On rentre à l'hôtel, on dormait à l'hôtel. Hervé s'endort parce qu'on était quand même un peu fatigués de cette journée d'émotion. Et moi, je lis un petit peu. Il me dit bonne nuit. Et je suis réveillée dans la nuit, je crois vers 3 heures du matin, par un bruit que j'aurais du mal à qualifier encore aujourd'hui, mais un bruit paranormal, quoi. Enfin, quelque chose qui vibre de partout. Donc, j'ouvre un œil et je vois Hervé couché sur le ventre, la tête dans l'oreiller. Et je me dis... bizarre quand même, il ronfle d'une force, ou alors ça résonne dans la chambre. Donc je le secoue, premier réflexe. J'allume, je comprends pas, et il bouge pas. Il y a plein de choses qui se passent dans mon corps, dans ma tête. Je secoue, il bouge pas, et je le trouve, j'essaye de le bouger, et c'est très lourd. Et à un moment donné, ce bruit s'arrête. Je le vois prendre une grande inspiration. Je vois encore sa poitrine redescendre. Je vois sa dernière expiration, et plus rien. Je panique pas, mais je sais pas quoi faire.
au fond de moi, je sens, en tout cas dans mon corps, tout est figé, tout s'arrête. Ok. C'est grave. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a fait une crise cardiaque. Hein. Oui, alors on n'a jamais su vraiment. Il a fait si c'était un AVC, une angine de poitrine, enfin bon, le cœur s'arrête. Donc dans un hôtel, qu'est-ce que je fais J'appelle le 15. Petite voix dans la nuit, et là elle me dit, on envoie du secours. Et elle me dit, par contre, il faut faire un massage cardiaque. Vous allez dans le couloir, vous êtes dans un hôtel, vous appelez au secours, et voilà. Et là, c'est surréaliste. Je suis, un robot. J'ai le 15 au téléphone, elle est avec moi. Je vais dans le couloir et là, je crie au secours. Ouais. Mon mari fait un arrêt cardiaque. Au secours, j'ai besoin d'aide. Ça prend très peu de temps pour voir des portes s'ouvrir, des gens à gare. J'explique et rapidement, il y a 3 personnes qui rentrent dans la chambre, D'accord. qui commencent le massage cardiaque, qui descendent des ravis du lit, etc. Et là, je commence à étouffer. J'allaite, j'étouffe. Il fait très chaud en plus. C'était un été, c'est une nuit très chaude. Une chambre toute petite. Puis ça succède, les secours arrivent. C'était en plein Covid, donc en plus c'était hyper impressionnant. Les tenues, tout est parfait. Le décor, tout est glauque, tout est sinistre. Et je trouve refuge. Une gentille dame qui, je me rappelle, est venue me prend par l'épaule. Et d'une douceur extrême, m'entraîne vers sa chambre à côté pour pas rester un peu au milieu parce qu'il commence la réa, donc ça fait du bruit. Puis après c'est un enchaînement. Bon, enfin bref, mode robot jusqu'à ce qu'il l'embarque, qu'il me laisse seule. Je me rappelle, je rentre dans la chambre, tout le monde est parti, tout le monde est retourné se coucher ou faire ce qu'il pouvait. Et là, vous savez, je me retrouve à... Je regarde dans la chambre et il y a les effets personnels d'Hervé. Chaussures, vêtements, portable, portefeuille. Et là, c'est... Waouh. Ok, va falloir que je réalise... j'ai pas envie de réaliser, mais en tout cas, la réalité est là, quoi, criante. Faut que je récupère ces affaires, je vais pas rester dans cette chambre. Donc rapidement, je ramasse tout, je sors de cette chambre sinistre. Et là, il doit être 6h du matin, à Châtillon, un 14 juillet, et je marche. Je pose des affaires dans la voiture et je marche. Enfin, je marche. Je mets un pied devant l'autre. J'ai l'impression d'avoir une démarche d'éléphant. Mon corps est lourd. Tout est lourd. Le ventre, tout est lourd. Mais lourd. J'ai un mal fou à avancer. Donc, je fais vraiment pas par pas. Je rappelle l'hôpital. Et ce quelqu'un me dit, ouais, on a fait des tests, mais et ça confirme ce que je sentais. Le cerveau réagit pas, quoi. Enfin, les yeux réagissent pas. Bon. Il y a eu surtout, à un moment donné, dans ma déambulation, une image très très forte où je suis assise devant une fontaine et je me dis, là, petite cocotte, là, c'est le calme avant la tempête. Et il va falloir annoncer ça aux enfants, quoi. Et je me voyais pas leur donner de l'espoir. Et donc, ma fille m'appelle et rapidement, parce qu'elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoute, papa est à l'hôpital, je pense que c'est grave, voilà. Et d'un commun accord, on part ensemble à l'hôpital. Vous étiez soulagée d'avoir vos enfants à ce moment-là et de n'être plus seule face à tout ça? Oui, d'avoir ma fille, même si ça me fondait le cœur, bien sûr. Et puis je la vois avoir du mal à respirer au départ. Et puis rapidement, elle reprend ses esprits. Et là-dessus, elle a été formidable. Elle appelle ses frères. Enfin, elle fait le lien, quoi. On est ensemble, quoi. C'est très fort. Et quand on arrive dans cet hôpital immense, dans le 15e arrondissement de Paris, là, c'est encore un dédale de couloirs. C'est froid, c'est désert, c'est mal indiqué. Ça dure un moment et puis on finit par nous faire rentrer. Parce qu'il faut, en plus, c'est un interphone. Enfin, c'est presque une prison, hein. On rentre, on patiente un peu dans un petit couloir. Et puis là, il y a une dame qui dit, bon, vous me suivez, je vous amène dans sa chambre. Et puis là, c'est ma fille qui rentre en premier. Elle ressort et me dit, c'est pas papa. Il s'excuse quand même, prend un temps. Et à un moment donné, enfin, il y a le médecin que j'avais eu au téléphone qui arrive. Une femme qui nous regarde, qui semble humaine, qui a une voix met douce. de l'humanité, et qui nous emmène dans un petit salon. Et là, là, elle commence à parler, quoi. Et ce qu'elle nous dit, c'est que on saura jamais exactement ce qui est arrivé, mais là, il est maintenu en vie par cet appareil. Mais mon fils arrive aussi, puisqu'on l'a appelé, et le temps de 2 petites heures, on va aller le voir d'abord, bien sûr. Il est tout frais. On a l'impression qu'il dort. Et là, ça nous rassure parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de traces. Enfin, il a pas souffert. Il n'y a pas de douleur. Il y a quelque chose d'apaisé. Non. Un teint presque, voilà, on dirait un bébé qui dort. Donc ça, c'est une chance pour nous. C'est un cadeau qu'il nous fait. Oui. Ouais. On le sent vraiment, vraiment reposé.
Donc là, il y a plein de gestes, plein de mots. C'est une période, enfin, on est hors du temps. Oui. Avec mon fils qui est resté à Nantes, le petit dernier Arthur, et qui suit ça, bien sûr, par téléphone. Et on se met d'accord rapidement pour le moment où on va débrancher avec le personnel médical. Mon fils Arthur est avec nous au téléphone et on passe une chanson, parce qu'on était très chanson, je suis toujours dans notre famille. Chacun parle, voilà, ça dure le temps d'une chanson. Et puis l'infirmier vient arrêter la machine. 14 juillet 2020, à 12:15. Wow. Depuis d'ailleurs, j'ai un rituel. J'écoute la chanson qu'on écoutait chaque 14 juillet à 12:15. À ce moment-là, vous étiez jeune et pas du tout à cet âge où on imagine que la mort peut venir toquer à la porte. Hervé avait 55 ans et moi j'ai 57 ans. C'était pas écrit. Non, c'était pas écrit. À partir de ce jour-là, je mets un peu de temps à réaliser, mais je me dis, là, ta vie, elle prend un autre chemin, quoi. Les premières heures, on est tellement happé par les témoignages, les démarches. Oui. En plus, Très lourde. on n'est pas à notre domicile, donc il faut des démarches. Et puis c'est un 14 juillet, c'est un peu compliqué. Mais je dirais que, à la limite, ces démarches-là, elles nous tiennent. Il faut organiser la cérémonie, etc. Et c'est peut-être en organisant la cérémonie, en écrivant ce que j'ai voulu écrire pour Hervé, que je réalise, que je suis en train d'écrire ma vie d'avant, qui il était, ce qu'on a construit. Et que je suis en train de lui dire, je prendrai soin de nos enfants. Je suis en train d'écrire la suite. Je crois que c'est là. Ce que j'entends dans cet hommage que vous lui faites à travers ce texte, vous prenez acte de son décès à lui, mais finalement aussi de votre vie à vous, telle qu'elle avait été ces 30 dernières années. Bien sûr. Bien sûr, à travers déjà ce qu'expriment nos enfants, à travers tous les témoignages qu'on a. C'est comme ça, quand quelqu'un meurt, il y a plein de choses qui émergent. Ce qu'on a vécu avec la personne, les souvenirs qui elle était. On a besoin de parler de la personne et on a besoin d'entendre parler de cette personne. Peut-être pour lui donner encore de la vie. On a besoin de regarder les photos, les films, d'écouter la voix. Et c'est quelque part surréaliste. Je revois le selfie quand on sort du studio d'enregistrement pour l'émission. Je regarde ce selfie, je crois quelques heures après sa mort. Je dis, mais il était encore vivant. Donc, faut un peu de temps pour réaliser. Mais effectivement, je réalise que, là, il va falloir... ça a plus du tout être confortable. C'était chouette, ma vie. C'était sécure. Là, je perds ma sécurité. Au fil des jours, il y a une espèce d'instinct de survie qui est là. Déjà, faut manger, faut se laver, dormir. Pas facile. L'appétit, pas facile. Mais autour de moi, j'ai mes enfants qui doivent reprendre leur vie aussi, qui repartent après la cérémonie pour travailler, voilà. Oui. Et on est au mois de juillet, c'est les vacances, et on avait prévu de partir avec Hervé, randonner en Bretagne, dans le Finistère, avec ma sœur et mon beau-frère. On devait partir à 4. Et ma sœur me dit, ce serait quand même bien que tu viennes, quoi. C'est 3 semaines après le décès d'Hervé. Et je dis ok. Et je me rappelle très bien, je décide aussi de conduire. Vous savez, quand on conduit, moi je trouve, on est dans le mouvement. Et la chance aussi, c'est qu'on va dans le Finistère Nord. C'est une région extraordinaire de par ses plages, sa non. Enfin, il y a pas la foule. Ça reste très sauvage, peu touristique, et vraiment une nature. Et le paysage me colle à la peau. Il est un peu austère. Oui, avec ses falaises. Enfin, c'est très parfois très escarpé. Ses croix, ses églises, le granit, la mer, l'océan, qui est important pour moi. Voilà, une ressource. Je suis pas en mode extase, mais je suis en mode je mets mes chaussures et on part marcher. Je sens que c'est une façon de revenir dans mon corps et de me dire je suis là, je suis vivante. Et je marche beaucoup seule. Et donc en marchant, là c'est comme avec la voiture, quoi. Je fais quelque chose, je bouge, un pas devant l'autre. Ah, c'est dur. J'ai mon poids dans le ventre, etc. Et puisqu'il est question de petite voix, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sors du chemin balisé, je bifurque, je me rappelle à droite. Il y a rien en plus qui m'attire. C'est un chemin de terre, il y a un champ, il y a rien. Je sais pas pourquoi j'y vais. J'aurais pu avoir un beau site ou non. Et je vais pas très loin, c'est peut-être à 40 mètres. Et là, je me rappelle, c'était sur ma droite et je vois des panneaux en bois avec des phrases. C'est écrit, de tout il resta 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer
La certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Et là, il n'y a qu'un mot que je retiens, c'est interrompu. C'est ça. Mais oui. Notre histoire vient d'être interrompue, sa vie a été interrompue. Je garde ça et je prends en photo et je repars. Je suis en train de réaliser que l'homme de ma vie, je le verrai plus. Je suis pleine de larmes, je suis pas dans mon état normal, je suis vulnérable. Mais n'empêche que j'ai fait ce détour, j'ai lu ces panneaux, je les ai photographiés et ça m'a parlé dans l'idée de interrompu. Mais j'en ai pas fait plus qu'à. C'est Non. 2 ans après que j'ai compris. C'est comme une graine qui va germer plus tard. Voilà, vous avez pris acte sans chercher plus. Et je l'ai oublié, ce panneau, pendant pas mal de temps. Il est revenu. Et il revient. Parce qu'on va le voir, en fait, ce parcours de deuil, que d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous racontez dans un livre qui s'appelle La Traversée. Dans ce livre, on voit bien à quel point ce parcours de deuil, et ça parlera à celles et ceux qui ont été confrontés, c'est un long parcours, en fait. Ça se joue sur un temps très long. Et c'est émaillé de rencontres, de prises de conscience, de petits pas, parfois de plus grands pas. Mais j'ai pris la mesure, moi, en lisant votre livre, de à quel point c'est un travail laborieux et dans le temps. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre histoire, c'est combien votre petite voix, elle va, popper par moment. Et sur ce moment-là, typiquement, sur ce sentier de randonnée en Bretagne, par exemple. Je pense que j'ai eu, alors de la chance, mais j'ai bien voulu aussi. J'avais entamé quand même un travail sur moi en allant vers la sophro, en me formant à la sophrologie. Oui, c'est ça, vous étiez déjà sophrologue. Donc j'étais déjà dans l'écoute du corps. J'étais dans l'écoute de mes émotions. Oui. Dès le départ. Cette nuit atroce du 14 juillet 2020, j'ai écouté dans mon corps. J'ai bien senti ce qui se passait, cette espèce de truc glacial. Donc, en marchant et dans toutes mes avancées, j'écoutais et j'avais pas peur d'écouter. Parce que des fois, quand on vit des choses très très dures, j'ai des cas autour de moi, un deuil, ou voilà, on a tendance un peu à mettre ça sous le tapis et pour oublier, on passe dans l'hyperactivité. Ben oui, c'est bien plus confortable, on est bien d'accord. Ou je vois plein de gens, je me fais entourer, je pars, je voyage, je lâche tout, etc. Alors, j'ai fait plein de choses. Bien sûr. J'ai vu plein de monde. Mais j'ai eu ces moments toute seule pour aller voir à l'intérieur. Et c'était pas beau à voir. C'était pas agréable du tout. Je me suis fait aider par différents types de thérapeutes et par différentes thérapies. Mais n'empêche, je peux le dire aujourd'hui, plus de 5 ans après, c'est essentiel. Depuis des années, je défends l'idée que se faire accompagner, c'est important. Et en vous écoutant, je me dis, mais une autre très bonne raison pour laquelle c'est important, c'est que le jour où la vie nous envoie des grosses claques comme ça dans la figure, bon, le terrain est préparé. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement prêt à vivre ça. Mais ça veut dire qu'on a une certaine capacité à accueillir les émotions les plus inconfortables et difficiles, quoi. On n'a pas peur d'y aller, on connaît, on sait ce que c'est. J'ai pas peur d'y aller et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. C'était une image que j'avais. Je dis, c'est un peu une émotion. Si vous l'accueillez pas, elle va fracasser votre porte. Quand elle frappe à la porte, si vous lui ouvrez pas, si vous faites la sourde oreille, elle va revenir. Hein. Ouais, et ça va être violent. Donc j'ai ouvert la porte à toutes ces émotions. Je dis pas que je me suis pas pris le coin de la porte aussi par moment, hein, mais aujourd'hui, et ça c'est un enseignement que j'ai toujours, quand ça va pas, puisque la vie est faite de mouvements, je suis pas en train de m'enfermer dans un truc en me disant ouais, je suis complètement désespérée, ça va pas du tout, je suis dépressive. Non, je me dis là ça va pas, ok, qu'est-ce que c'est? J'écoute et puis je me rends compte que ça dure pas et que ça fait du bien aussi d'écouter. C'est d'être seul ou de se parler à soi-même, c'est de se donner de ses nouvelles, d'écouter quand ça va pas, de s'écouter à l'intérieur, c'est aussi éviter de polluer les autres. Et je voulais pas faire porter le deuil ni à mes enfants qui avaient le leur à porter, ni à mes amis proches. Je savais qu'il y avait que moi qui pouvais faire quelque chose pour moi. Oui. Et qu'il fallait remonter les manches. Oui. Et que j'étais seule responsable de la suite à donner. Vous avez été en fait finalement assez active dans cette démarche de deuil. Et ça m'amène à cet autre moment de petite voix
qui est très fort et qui se passe au pied du mont Saint-Michel. Est-ce que vous voulez bien me l'évoquer, ce moment-là? Alors, ce moment-là, c'est 1 an après. Donc, j'ai décidé de quitter la maison familiale. Et donc, je viens de vendre cette maison. Je vais venir au bord de la mer et j'ai 3 semaines de delta. Et je dis, il me faut un sas entre les deux. Entre ma vie là où j'étais et ma vie maintenant au bord de mer, même si c'est dans un endroit provisoire, mais voilà. Et par une amie qui est thérapeute, je m'inscris à un stage dans la baie du Mont-Saint-Michel où il y a 3 types d'activités. On fait de l'art-thérapie, on fait de la danse des 5 rythmes et il y a une traversée de nuit dans la baie du Mont-Saint-Michel de prévu. J'arrive là-bas, je suis pas fraîche, hein. Je suis pleine de bleu, je me rappelle, je venais de déménager, comme si je trouvais plus mon espace. Enfin, je suis fatiguée physiquement. Physiquement fatiguée et psychologiquement, vous en êtes où 1 an après? Je suis loin d'avoir fini mon deuil. Il est très présent, Hervé. Ouais. J'arrive à ce stage et il nous demande comme exercice de nous dessiner. Et moi, je dessine 2 personnes. Comme si vous le portiez à l'intérieur de vous, hein, c'est ça. Je fais 2 traits de crayon, 2 contours, c'est 2 visages superposés, 2 corps superposés. Incroyable. Et là, je réalise, je dis, ah ouais, quand même. C'est comme si j'étais qu'une moitié de moi, quoi. Et qu'il y avait la moitié d'Hervé. Ouais. Donc, j'arrive avec ça. C'est pas fameux. Même si je suis aidée, si je suis suivie, si j'ai une thérapeute. Non, je suis en sale état encore. Il y a la traversée du Mont-Saint-Michel, mais je voudrais quand même dire, là, j'ai un premier cadeau de la vie qui m'offre au bout d'1 an. C'est une personne que je vais rencontrer dans ce stage où on va très vite, elle s'appelle Maëlys, où on va très vite sympathiser et très naturellement se raconter. Elle est pas bien non plus quand elle arrive. Et on va naturellement se raconter nos vies, sans tabou, sans jugement. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a la traversée. Donc la traversée, on part à 2h du matin. C'est une nuit de pleine lune, donc on est éclairé par la lune, même si certains ont des frontales. On est pieds nus, bien sûr, accompagné par un guide. On est une vingtaine, donc notre groupe, et on doit faire la marche en silence. Donc là, j'ai la trouille quand on démarre. Ouais, la un trouille peu, c'est impressionnant parce que la baie, elle est noire. Le contexte des éléments. J'ai peur de glisser parce qu'il nous a dit qu'il y avait de la boue, qu'il fallait faire attention, qu'il y a des endroits qui sont quand même, ça peut être, on peut s'enliser. Même si j'ai confiance au guide, mais quand même, peur d'avoir froid. Enfin bon, plein de petits trucs. J'ai pas dormi avant, fatiguée quoi. Et puis au bout quand même, on aperçoit le Mont Saint-Michel avec son abbaye tout en haut et c'est qui est illuminé, éclairé. C'est ça, qui est éclairé. C'est une faible lumière. Donc on part et là c'est le silence. Juste le bruit de nos pas, du floc-floc dans l'eau. Le silence en groupe, c'est une sacrée expérience. Hein. C'est puissant, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, c'est puissant. Et là, parce que j'aime bien être dans le mouvement, je pars, mais si j'avais été toute seule, je serais partie bille en tête presque en courant. Je suis le guide, je suis en peloton de tête. On doit être 2-3. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir avancer vite, là? J'en sais rien. Comme si j'étais... je sais pas, déterminée ou comme si je sentais que je vais vivre quelque chose, donc j'ai envie d'y être. Voilà. Ok. Ça doit être ça. La traversée va durer quand même plusieurs heures, 3-4 heures. C'est peu et c'est beaucoup à la fois parce que faut rappeler le contexte. On s'arrête à peu près toutes les demi-heures parce qu'on est une vingtaine, donc il y en a qui vont moins vite, donc on doit les attendre. Et quand on les attend, on se refroidit. On a les pieds dans l'eau. L'eau est froide. Même si c'est l'été, voilà. Donc il y a ça, et au fur et à mesure de la traversée, moi je me fixe un truc, je regarde la lumière, que je vois se rapprocher, mais quand même. Et la distance est complètement tronquée la nuit. Oui. Et là, on a l'impression qu'on va traverser, mais pendant des kilomètres, quoi. Donc il y a un côté un peu décourageant, et le terrain est un peu hostile. On s'enfonce, la boue. Et là, ça me vient tout seul. Il y a ma petite voix qui commence à partir. Comme de toute façon, je parle pas avec les autres personnes, je parle avec moi-même. Et ma petite voix me dit, t'as vu, hein, ça ressemble quand même étrangement à ce que tu viens de vivre pendant 1 an. C'est long, t'en vois pas le bout. T'as démarré bille en tête, mais là, commence à sentir la fatigue, commence le froid. C'est ingrat, finalement. Le terrain, là, il est pas sympa, ça glisse un peu. Tu t'enlises, tu vois clair sans voir clair. Tu marches là vers tu sais pas trop quoi. C'est un semblant de lumière, mais c'est bien réaliste tout ça. C'est pas une chimère, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Et je me dis, ouais, c'est exactement ça, ce que je suis en train de vivre. Je revis le chemin d'1 an, quoi. Et je me dis, mais je suis debout, donc je vais tenir. On avance comme ça, et à la fin, est très dur, très dur, parce que à l'arrivée de la baie, le guide déjà avait du mal à nous trouver un passage pour y arriver.
Et il nous dit, c'est très glissant, extrêmement glissant, donc faites attention. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai peur de tomber, de glisser. Et là, il y a une des participantes qui vient à côté de moi et qui sent certainement que je suis un peu en difficulté. Et elle me dit, écoute, viens, je t'accompagne, je t'aide. Elle me prend par le bras et elle me dit, les crêtes, tu marches sur les crêtes, tu marches sur les crêtes. Et là, je pense qu'il y a une chose, marche sur les crêtes, marche sur les crêtes. Je suis terrorisée, mais comme ça. J'ai froid et je marche sur les crêtes, marche sur les crêtes. Avec, de temps en temps, je sens que ça glisse, etc. Mais j'ai peur, quoi. J'ai peur. Il y a beaucoup de mètres, mais c'est terrible. Et je tombe pas et on arrive. Et là, la récompense. On rentre dans le Mont-Saint-Michel. Il est 5h du matin ou 6h. Il y a personne. Le Mont-Saint-Michel est à nous. Juste une lumière à l'intérieur, les pierres, le froid, mais cette bâtisse extraordinaire, quoi. Enfin, le Mont-Saint-Michel. Et là, c'est un grand moment de sérénité. Je me dis, tous ces efforts, ils sont en train d'être récompensés. C'est lumineux, c'est chaud à l'intérieur, même si j'ai les pieds gelés, c'est euphorisant. Et puis, ce partage avec les autres, on l'a fait, quoi. Je me dis, il y a encore de la vie après. Là, je me sens vraiment vivante. Je sens mes cellules qui bouillonnent, quoi. Je suis fière de moi. Je suis, je reprends espoir. Enfin, j'ai jamais perdu espoir, mais en tout cas, je me dis, bah, ça y est, là, tu sens, là, c'est vivant. Oui, c'est ça. Vous touchez à quelque chose, quoi. C'est vivant. Et quelle place occupe Hervé à ce moment-là? Oh, il est omniprésent. Moi, j'ai plus sa photo qui trône tout le temps à côté de mon lit. J'espace un peu. J'arrive à faire des choses sans penser à lui pendant plusieurs heures. À ce stade-là. Et à être, par exemple, pleinement dans ce stage thérapeutique avec une fin de stage où je vais me lâcher sur un Corinne Corina en chantant autour d'un feu avec mon groupe et un tambour. Et là, encore une fois, comme après la traversée du Mont-Saint-Michel, je dis, mais c'est moi, quoi. Je me retrouve. Parce qu'au fond de moi, j'aime la vie. Parce qu'au fond de moi, j'aime quand ça sourit. Je suis joyeuse. Je dis toujours à mes clients, je dis, faites pétiller vos cellules. Bah là, je les fais pétiller, mes cellules. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous reconnectez à ça, qui d'ailleurs, on l'évoquait au tout début de l'entretien, faisait profondément partie de votre vie et de votre couple. Il y avait quelque chose de très vivant, de très pétillant, comme vous dites. Oui. Et je me dis, j'y arrive. Sans Hervé, j'y arrive. L'impression que j'ai eue, moi, en vous le lisant, dans ce livre Traversée, c'est que non seulement vous y arrivez, mais ça donne aussi l'impression que vous vous redécouvrez ou découvrez autrement. Je ne sais pas comment le dire. Ben, c'est certain. Je suis pas la même avant Hervé et après Hervé. C'est ça. Je suis toujours Corinne, hein. Mais j'ai changé mon regard sur la vie. Pas fondamentalement, mais sur pas mal de choses. Déjà, je veux plus avoir de certitude. Vous savez, ma vie elle est comme ça. Là. Je crois que la vie est faite d'incertitudes et on est certain de rien. Donc lâchons ça et soyons heureux tout de suite là. Voilà. Donc j'ai lâché mes certitudes, celles du moins que je pouvais avoir. J'ai bien conscience, et ma petite voix me rappelle que je suis vivante là, mais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Oui. Mais c'est presque une chance de le savoir, d'en avoir conscience, parce que ça permet de profiter quand c'est là. Et oui, du coup. Quand on l'ignore, on savoure même pas ce que c'est le moment là, le moment qui est en train de se vivre. Et puis ça m'a permis aussi de vivre une expérience avec mes enfants dont on serait bien passé, mais une dimension un peu supérieure entre nous, même s'il y a eu beaucoup de difficultés. Chacun vivant son deuil, même si voilà, on pouvait pas, on était présents, mais on pouvait difficilement s'aider les uns les autres parce qu'on était dans le même, mais chacun était pris galère. Dans ses propres émotions. C'est ça. Et là, non, c'est remis. Je veux dire, chacun est à sa place. Chacun a retrouvé une nouvelle place finalement. Voilà, on a retrouvé nos places. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais pas ce que diraient mes enfants, mais moi, je sais d'abord que c'est la trace vivante sur Terre de ce qu'on a créé avec Hervé, nos 3 enfants. J'aime les voir. Voilà, j'ai conscience, je les aime profondément, conscience que ces moments qu'on a, ça durera pas toute la vie, enfin toute la vie, voilà. Et puis je parle pas bien sûr de mes petits enfants. Enfin si j'en parle, c'est là c'est le pétillement plus quoi. Oui, on entend aussi en fait que vous avez vraiment reconstruit votre vie. D'ailleurs, là vous m'accueillez aujourd'hui dans cette maison que vous avez fait construire après le décès d'Hervé dans cette nouvelle villa. C'est quand même pas rien, ça aussi symboliquement. Ça a fait partie
partie de ma reconstruction et de C'est mon ça. travail thérapeutique. Ouais, C'est cette ça. maison, qui se trouve dans une commune qui m'était chère, que je connais depuis 25 ans maintenant, Ah oui. pas très loin de Pornix. Et je connais cette commune parce qu'on venait avec Hervé et les enfants depuis 25 ans. Coup de chance, hasard ou pas. Et mon amie Béatrice me trouve cette maison très rapidement par connaissance. Et je la visite, première visite, et je réfléchis pas, enfin, c'est elle. Pourtant, elle n'était pas mise en valeur, c'est elle. Et ça va être un projet de 2 ans quand même. Oui, avec beaucoup de travaux, Ouais. plus que ce que vous Des avez mauvaises imaginé. surprises, c'est la rénovation. hein. Oui, c'est ça. On voit donc, voilà, ça y est, vous êtes là maintenant, 5 ans et demi après, pleinement ancré dans cette nouvelle vie. Est-ce que je peux vous demander, à votre avis, quel regard porterait Hervé sur votre vie d'aujourd'hui? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que je me suis demandé la même chose il y a quelques jours. J'étais là, assise sur ce canapé, dans cette maison, ma maison où je suis bien. Et je me suis posé la question, je me suis dit, imagine, il rentre là par la Ouais. porte et comment il trouverait ici, qu'est-ce qu'il en penserait? Déjà, je me dis, il reconnaîtrait pas grand-chose. La maison, bien sûr, mais dans les objets, j'ai un peu transformé des objets, mais j'ai Mhm. pas gardé grand-chose. Mais je pense que ça lui plairait, parce que c'est à côté de la mer, parce que c'est une maison qui n'est pas tape à l'œil, mais chaleureuse. Et puis surtout, et là ça m'émeut, j'ai réalisé, parce que surtout, il verrait que je suis heureuse. Et Hervé me disait toujours, je supporte pas de te voir malheureuse. Il me l'a dit plus d'une fois. Et ben j'ai osé continuer à être heureuse, et donc je pense que surtout ça lui ferait plaisir de voir que je continue à être heureuse. Et quelle place il a encore dans votre vie aujourd'hui, Hervé? Ah, c'est ma force. Je l'entends me dire allez mon loup, parce que c'était mon surnom. T'es forte, allez mon loup, éclate-toi, allez mon loup, passe une belle journée. Donc c'est une force, et d'avoir eu la chance comme j'ai eu d'être aimée comme il m'a aimée, avec une extrême sincérité, et il me l'a prouvé, pas qu'en m'écrivant, pas qu'en parlant, par les actes. Je suis très chanceuse d'avoir été aimée ainsi par un homme, et que j'ai aimé aussi, Mais oui. bien évidemment. C'est une force. C'est une force que je garde. Et ce qui est beau quand on entend les chemins de deuil et à quel point ils peuvent se transformer, c'est combien ce vide abyssal que laisse l'être aimé, et vous le dites, vous le portez sur le ventre, c'est extrêmement douloureux, devient une force, vous le dites, Ouais. comme une présence douce et bienveillante qui est là, mais qui a repris une autre place, pas lourde justement, non? Oui, c'est ça. Ça m'empêche pas, ça m'étouffe pas, ça me porte. C'est mon petit souffle de vie, c'est ce qui fait ce que je suis aussi aujourd'hui. Je suis remplie Bien de sûr. ça. Mais Je suis oui. remplie de cet amour que j'ai eu. Mes enfants aussi ont ça en eux. C'est et mes petits-enfants, même s'ils n'auront Bien pas sûr. connu leur grand-père, quand je les vois rire, faire le pitre ou tout simplement être heureux, comme font souvent les petits, je me dis, il y a quelque chose. Quelque Il y a- chose de lui. Il y a une transmission, ça s'arrête pas comme ça, quoi. Eh ben non, la Hein, preuve. il est présent par tous les signes, par moi c'est les oiseaux avec Hervé, les mouettes. Voilà, j'ai ma petite mouette qui me brode autour partout où je vais, ici. Mais c'est mes signes à moi, mais Oui. ça me porte. C'est hyper sympa, ça me fait rire des fois, où je vais marcher et comme la musique était omniprésente, Oui. et je m'amuse, je dis Hervé, écoute, voilà, là, je te propose, tu fais la playlist et tu mets ce que tu veux. Et je mets lecture aléatoire Ok. sur ma plateforme. Une fois sur 2, c'est comme si c'était lui qui faisait la programmation, quoi. Ça me parle. Incroyable. Et c'est bon, je marche, j'écoute mon casque. Ah ouais, puis je commente. Ah ouais, c'est une bonne idée celle-là, il y a longtemps que je l'ai pas écoutée. Je sais que tu l'aimais bien. Mais c'est chouette. C'est beau. Ouais. C'est Donc, très beau. il est toujours présent, et c'est plus un manque, c'est un Oui. surcroît de vie, quoi. C'est Waouh. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à Corinne du 14 juillet minuit, là, avant que tout ne bascule? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui? Bravo de pas être tombée, d'avoir su rester présente quand même pour tes enfants, petits-enfants, les gens que tu aimes, et bravo pour avoir pris à bras le corps tout ce qu'il fallait prendre à bras le corps, que la vie mettait devant toi, qui n'était pas toujours agréable, franchir des obstacles, oser, c'est un mot qui me parle beaucoup, oser.
Et bravo, parce que tu ne serais pas cru capable d'endosser ce rôle-là avant. Eh oui. Enfin, tu n'avais pas envisagé, mais de prendre en charge des choses que tu prenais pas en charge. Et bravo. J'ai envie de terminer notre échange, Corinne, avec quelques questions rituelles. Ma première question, j'aimerais savoir s'il y a un livre qui vous a aidé, accompagné sur ce chemin-là. Il y a un livre que je viens de terminer, qui m'a été conseillé par mon ami thérapeute, qui m'avait conseillé le stage dans la baie du Mont-Saint-Michel d'ailleurs. C'est un auteur japonais, une auteure japonaise. Elle s'appelle Ito Ogawa et ça s'appelle Le goûter du lion. Et c'est un livre que j'ai dévoré, Le goûter du lion. Ça parle de la fin de vie, mais avec une approche joyeuse, humaine, chaleureuse et pleine de vie. Mon autre question rituelle, Corinne, j'aimerais savoir si vous avez un rituel pour entretenir justement votre bien-être. Mon rituel, le matin, moi c'est mon rituel bien-être, c'est de me lever, de me faire un café avec ma machine qui broie le grain, etc., d'entendre le bruit. Je me lève, je fais mon café, je me recouche, et là, je prends pleinement conscience, voilà, je me réveille, je suis un peu dans le brouillard, je bois mon café, je réfléchis un peu à ma journée, j'écoute de la musique, je lis un peu, je joue un peu, je fais des papouilles à mon chat. Et si je rate ça, je me rends compte, la journée, je suis pas bien. Et j'ai une dernière question, Corinne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous êtes heureuse ? Oui, je suis heureuse. Encore une fois, est-ce que c'est une chance ? Je sais pas, mais j'ai souvent été heureuse jusqu'à présent dans ma vie. Je suis heureuse, mais pas tout le temps. Et j'accepte, ce serait bizarre, mais je suis majoritairement heureuse, oui. Heureuse de la vie que j'ai, bien pleine de ce que j'aime. J'y ai mis des gens que j'aime, un lieu que j'aime, des activités que j'aime, un chat que j'aime. C'est pas mal. Voilà, on parlait tout à l'heure de pétillement, j'aime quand ça pétille, je suis comme ça. C'est la vie. Vous le portez, ce pétillement, Corinne. Merci Herveline. Merci pour votre confiance. C'est un sujet évidemment sensible qu'on a évoqué ensemble. Merci d'avoir pu le faire avec cœur, avec générosité. Puis j'espère que, on l'évoquait tout à l'heure, si Hervé est quelque part pas loin d'ici, qu'il a lui aussi apprécié le moment et qu'on lui a aussi, à travers notre échange, rendu un bel hommage. Merci pour lui. Merci Herveline. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon.